Monsieur le conseiller spécial, comme chacun le sait, l'actualité dans notre pays aujourd'hui, c'est la guerre à l'est du pays et de plus en plus maintenant, on parle de négociations. Et à ce sujet-là, votre nom a été abondamment cité ces derniers temps dans la presse à l'occasion de la mission que vous venez d'effectuer en Afrique du Sud. Et bien entendu, la première question que l'on peut vous poser, c'est de savoir quel était l'objet de votre séjour en Afrique du Sud. Merci Omar Loïté. J'ai été en Afrique du Sud 2-3 fois, je dirais, à la demande ou bien mieux à l'invitation du vice-président sud-africain, Thabo Mbeki, qui a adressé un message au président de la République afin de me dépêcher auprès de lui, parce qu'il était à la veille de la rencontre avec son homologue des États-Unis et l'un des points inscrits à l'ordre du jour était la situation qui prévaut au Zaïre et dans la région des Grands Lacs, et il était nécessaire pour lui de recueillir tous les éléments nécessaires de la personne la mieux indiquée, qu'est le chef de l'État, pour pouvoir traiter de ce dossier avec son homologue américain. Raison pour laquelle je me suis rendu pour la première fois rencontrer le président sud-africain pour le tenir pleinement informé de tous les détails de la situation qui prévaut dans notre région. Alors, c'est sur invitation de l'Afrique du Sud, mais nous savons que pendant la même période, il y a eu plusieurs personnalités d'autres pays qui ont défilé en Afrique du Sud, toujours en rapport avec la situation au Zaïre. Il y a des émissaires américains et même des représentants de la rébellion. Est-ce que vous n'avez pas eu d'autres contacts en dehors des dirigeants sud-africains? Oui, il faut faire des confusions et je crois que c'est cela qui a été à la base de toute la confusion qui a régné dans la tête des personnes. En un premier temps, j'ai été voir le président Thabo Mbeki dans le contexte que je vous ai dit, mais il s'est avéré qu'il avait besoin, dans l'effort qu'il entreprend, donc l'Afrique du Sud, dans la recherche de la solution dans la région des Grands Lacs et dans la crise qui s'est vue au Zaïre, il a dû, n'oubliez pas que l'Afrique du Sud est parmi les 4 pays de contact. L'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie et le Cameroun. Donc, ils sont en train de procéder à des larges consultations pour essayer de trouver une solution négociée à la crise que nous connaissons dans notre pays. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été invité pour rencontrer la délégation américaine qui était conduite par M. George Moose et ensuite rencontrer la délégation sud-africaine pour nous concerter et chercher les voies et moyens de trouver une solution pacifique qui pourrait faciliter la conclusion des efforts qui se déploient dans le cadre, n'est-ce pas, de la réunion de Nairobi et même des consultations africaines. La presse a évoqué particulièrement une rencontre éventuelle qui aurait eu entre vous et le président ougandais. Effectivement, j'ai rencontré le président ougandais parce que, comme vous le savez, la position de notre gouvernement et la position du chef de l'État est celle-là. Nous avons toujours dit que Kabila n'était pas le véritable agresseur. Pour nous, les vrais agresseurs, ce sont les 3 pays voisins dont les armées régulières sont entrées dans notre pays et qui occupent notre pays. Et nous avons toujours gardé cette ligne de conduite pour dire, s'il faut parler, nous devons parler aux véritables agresseurs et leur passer le vrai message de notre part et discuter avec eux pour voir déjà les possibilités de pouvoir arrêter la guerre. Parce que, Omar Loïté, il faut retenir une chose, et je crois que notre opinion nationale devrait le savoir. On ne fait pas la guerre pour la guerre. On fait la guerre pour la paix. Quand on est attaqué, il est de notre devoir de faire la guerre, de résister, de riposter par l'armée pour bouter l'ennemi dehors. Mais la guerre n'est pas un plaisir, parce que la guerre conduit à des pertes de vies humaines. Mais au moment où on fait la guerre,
Il y a dans un pays plusieurs institutions qui travaillent. Il y en a qui font la guerre, mais il y en a qui font la diplomatie. Il y en a qui font la diplomatie ouverte, il y en a qui font la diplomatie secrète. Donc il y a tout cela qui font la réalité de tous les États organisés du monde. Remarquez même en Israël, quand ils étaient en conflit armé avec Yasser Arafat, si ils se sont réconciliés, croyez-moi, ce n'est pas par les armes. C'est parce que quelque part, il y avait des gens qui faisaient la diplomatie secrète pour traiter avec Yasser Arafat, chercher des solutions et arriver à la paix. Quand Israël a mené la guerre à l'Égypte, quand il y a eu la paix de Camp David, vous croyez que cette paix est tombée du ciel? Non, c'est parce que quand il y avait la guerre, quelque part, il y avait des hommes qui travaillaient pour la paix. Et c'est ce travail-là que je fais à côté du président de la République. Voilà, vous faites ce travail-là, mais c'est fait que, justement, à l'occasion, cela a soulevé quelques remous ici dans le pays, sur le plan politique, parce que, justement, il y a des gens qui ne voient pas très bien comment le président de la République que vous représentiez avait pu amorcer une telle démarche alors que ce domaine relève de la collaboration des pouvoirs et que le gouvernement n'aurait pas été avisé au préalable pour que vous puissiez vous concerter afin de mener ces négociations. Non, Maloété, de telles réactions relèvent simplement de l'ignorance des fonctionnements des institutions. Et c'est aussi une forme de manque d'expérience. Je comprends ça pendant la transition. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été dans les affaires de l'État pendant longtemps et ils ne savent pas comment les choses fonctionnent dans la marche de la chose publique. La diplomatie, regardez dans notre constitution, c'est un domaine de collaboration, comme la défense. Cela veut dire que le gouvernement travaille de concert avec le chef de l'État. Et moi, je suis le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je vous ai dit, moi, je m'occupe plus de soutenir le chef de l'État dans ses actions politiques et diplomatiques. Vous m'avez vu sillonner plusieurs pays africains avant et pendant la guerre. Vous croyez que ce travail-là ne profite pas au gouvernement? Tout ce que nous faisons profite au gouvernement. Quand un chef de l'État demande à son collègue de lui envoyer un envoyé spécial pour qu'il puisse le consulter, pour voir s'il y a un apport que ce pays ou ces différents pays peuvent apporter, pour que le chef de l'État autorise son conseiller spécial à aller entendre et écouter les propositions, il faut qu'il réunisse le conseil des ministres. Non. Ou peut-être informer le gouvernement qui peut avoir une... Mais le gouvernement a été informé en temps opportun. Je ne pouvais pas, le chef de l'État n'a pas informé le gouvernement que autorisez-moi d'envoyer mon conseiller spécial pour aller voir un tel chef d'État. Je crois que ce n'est pas ça que le gouvernement attend du président de la République. Mais dès qu'il m'a envoyé, je suis arrivé, j'ai eu des contacts avec le responsable sud-africain, j'ai eu le contact avec la délégation des États-Unis. Je suis rentré, j'ai fait rapport. Moi, je ne fais pas rapport au gouvernement. Je ne dépends pas de gouvernement. J'ai fait rapport au chef de l'État. Le chef de l'État a tenu le Premier ministre pleinement informé du résultat de mon contact là-bas. C'est alors que le Premier ministre aussi informera le gouvernement. La preuve, lorsque je suis parti, le gouvernement a envoyé un responsable de service dépendant du gouvernement pour me rejoindre. Et justement, on a considéré effectivement le fait que ce responsable vous ait rejoint en Afrique du Sud comme étant justement la matérialisation de la critique qui vous avait été faite d'avoir agi un peu en cavalier seul. Et là-dessus, j'ajoute également qu'on vous suspectait de ne pas pouvoir négocier pour l'intérêt de l'État, étant entendu que vous êtes non seulement le conseiller particulier du président, mais également son neveu. On a dit les intérêts de l'État pouvaient passer peut-être en second lieu. On vous a adjoint quelqu'un qui, lui, pouvait rétablir les choses. Alors, je vois que ça c'est de la politique fiction, ce que vous dites là. Voilà. D'abord, je voudrais dire une chose. Que ce soit les chancelleries occidentales ou les Européens qui me collent l'étiquette de neveu du chef de l'État, je peux comprendre.
Mais que ce soit les Aïrois qui le fassent, alors j'ai dit, c'est soit de la naïveté, soit simplement de la méchanceté. Parce que je ne suis pas le neveu du chef de l'État et tous les Aïrois le savent. Du moins tous les Aïrois dignes de ce nom qui veulent s'informer sur la réalité de leur pays. Le président est à Gbadolité, mon village d'Abouzi est à 300 km de celui du président. Mais ce n'est pas ça le problème, Omaloété. La fidélité politique n'est pas liée au sang. Ce n'est pas le fait d'être Mbandi ou être frère ou cousin du président Mobutu qui fait de quelqu'un fidèle du président Mobutu. Vous avez dans ce pays les Baluba qui sont plus fidèles au président Mobutu que certains bandits. Vous avez dans ce pays les Bakongo, les gens de toutes les régions qui ont donné leur vie pour le président. Regardez notre camp militaire, le camp Kokolo. Ce lieutenant qu'on l'appelle Kokolo, vous le connaissez. Les Aïrois n'aiment pas lire l'histoire de leur pays. Kokolo est mort à la place du président Mobutu. Est-ce que Kokolo est un bandit? Il ne faut pas qu'on puisse nous perdre le temps avec ces histoires-là. C'est la fidélité. Moi, je suis fidèle au président Mobutu. Et je suis plus proche du président Mobutu. Peut-être même que certains de ses frères de sang. Sur le plan politique, c'est ça qui importe. Et quand je suis parti pour discuter du problème dont je vous ai parlé, de la solution pacifique de cette guerre que nous connaissons. Et lorsque nous avons fait rapport, le président a tenu à informer le Premier ministre. Le Premier ministre m'a reçu et je lui ai donné le détail de tout cela. Et il a estimé qu'à cette phase, le gouvernement ne pouvait pas encore s'engager officiellement parce que nous sommes dans une phase de prospection de terrain pour voir comment on peut arriver à une solution pacifique. Alors il m'a dit, nous avons demandé au directeur général de la DGSN de vous appuyer. Moi, je suis conseiller spécial, je n'ai pas toutes les données du terrain. Lui, il est l'homme du terrain. Il vient comme cela, lui, il a les données fraîches du terrain, il peut me les donner pour pouvoir maintenant mener bien mes négociations. C'est tout. Mais tout ce que vous dites là n'est que des spéculations et de la naïveté. Alors revenons un peu aux négociations, aux pré-négociations, aux contacts que vous avez pris en Afrique du Sud. Et quels en sont les résultats concrets? Voilà, je ne peux pas à ce niveau rendre public les résultats. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que le président Mandela, qui m'a reçu longuement, le président Thabo Mbeki, qui m'a reçu longuement, et nous avons passé des nuits blanches de séances de travail avec la délégation sud-africaine et avec la délégation américaine pour essayer de labourer le dossier en vue de permettre au gouvernement ainsi qu'au président de la République de lever les options nécessaires le moment venu. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire qui exige beaucoup de discrétion de ma part. Et je ne peux pas être là pour étaler le résultat de ce que nous faisons, mais je crois que dans toute crise dans le monde, on ne doit jamais négliger le bras diplomatique pour le résoudre. Parce que, Omaloété, vous me permettez, je vais vous faire une observation. Remarquons et regardons tout autour de nous. L'Angola. Ça fait 20 ans qu'il est en guerre. Et c'est après 20 ans, des centaines de milliers, ou je dirais des millions d'hommes qui sont morts, ils sont seulement terminés autour d'une table. La Somalie, on n'a pas résolu le problème rien que par la guerre. La Yougoslavie, ils se sont entretués et ils ont terminé autour d'une table. Yasser Arafat et Israël, ils se sont entretués, mais aujourd'hui ils sont autour d'une table. C'est pour vous dire que la réalité historique démontre que la guerre ne résout pas entièrement le problème. C'est pour cette raison que bien que la guerre avait commencé, bien que moi-même j'avais dit qu'il est de notre devoir de pouvoir combattre le rebelle, l'ennemi, et le bouter dehors, cela n'exclut pas et ne contredit pas l'effort diplomatique que nous devons déployer pour une solution de paix. Kabila dont nous parlons, pour ne prendre que ce cas, il est le produit de quoi?
le produit de la rébellion de 1964. Et pourtant, nous avons anéanti la rébellion militairement en 1964. Voyez-vous que quand la solution militaire est là, elle ne résout pas tout. La preuve, Kabila est encore vivant aujourd'hui. Et le problème, la séquelle du problème est toujours là. Donc nous pouvons aujourd'hui, nous, gouvernement zaïrois, bouter les rebelles dehors, bouter l'armée dehors. Est-ce que vous croyez que le problème sera pour autant résolu? Non. Nous devons privilégier en même temps la solution de paix. Et moi, en tant que chrétien, je vous dis d'abord que s'il y a une solution qui peut éviter le coulement de sang, je n'hésiterai pas une seule seconde à privilégier et à utiliser cette voie-là. Et je crois que la négociation que nous menons maintenant ne sont pas en contradiction avec la guerre qui se déroule. Parce qu'à ce propos-là, les gens ont suivi les déclarations précédentes que vous avez faites. Vous étiez, comme la plupart des responsables zaïrois, assez stricts, assez durs quant à l'obligation que le pouvoir se faisait de récupérer les territoires perdus et de bouter l'ennemi dehors. Et les gens se disent, voilà, il est maintenant dans une ouverture qui va vers la négociation. Est-ce qu'il est la personne la mieux indiquée pour mener ces négociations? Est-ce qu'il ne sera pas gêné peut-être par ses premiers sentiments ou ses premières prises de position? Voilà, c'est une erreur de croire que ce sont les sentiments. Ce sont des prises de position des responsables. Vous êtes responsable d'un pays. Le gouvernement et les institutions sont là pour protéger le peuple zaïrois et l'intégrité du territoire zaïrois. Et lorsque le Zaïre est attaqué, le premier devoir des institutions légales, c'est de protéger par tous les moyens le territoire national. Ça a été une position que j'ai annoncée et que je respecte toujours. Mais j'ajoute à cela ceci, que tout en le faisant, il faut toujours tenir compte que la guerre ne résout jamais toute la problématique. Il faut par tous les moyens qu'il y ait aussi la voie du dialogue pour pouvoir résoudre le problème. Et ici, le problème étant encore beaucoup plus complexe, parce que nous n'avons pas affaire seulement à une rébellion, une petite rébellion à l'intérieur du pays, mais nous avons surtout affaire à des puissances qui sont derrière des pays voisins qui envahissent notre pays. Et pour ça, au Malouété, croyez-moi, nous devons envisager sérieusement la possibilité de résoudre ce problème. Et c'est quand j'avais annoncé cette position, j'étais en même temps porteur du message du président Mobutu à travers toute l'Afrique. Ce n'était pas pour aller demander des armes, c'était pour aller demander que toute l'Afrique se mobilise pour trouver une solution de paix. C'est ce qui se fait maintenant. Alors, le gouvernement fait ce travail de son côté, le président de la République le fait aussi de son côté. Oui, c'est ce que j'allais demander. Là, on voit bien le président de la République, pour les raisons que vous venez d'expliciter si bien tout à l'heure, est engagé également dans cette logique de paix qui est louable. Est-ce que le gouvernement est également dans la même position? Le gouvernement ne peut pas ne pas être dans la même position que vient faire le vice-premier ministre Kamanda aux Nations Unies. Il n'est pas allé demander des armes. Il est allé demander des solutions et la pression de la communauté internationale pour qu'on trouve rapidement une solution de paix dans notre pays. Donc nous tous, nous travaillons dans cette même direction. Les gens croient voir des divergences superficielles. C'est parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas les choses qui se font en profondeur. Il y a, comme on dit, diversité des tâches. Le gouvernement fait son travail, le président de la République fait son travail avec ses collaborateurs. L'essentiel est que tous les efforts convergent vers un but. Et ce but, c'est la paix. Ce but, c'est l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, nous, avec l'effort que le maître Kamanda a déployé en Europe, il est en train de mobiliser l'opinion européenne à pouvoir s'impliquer réellement pour mettre fin au massacre qui se déroule dans notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire en Afrique du Sud, c'est exactement la même chose, à la demande d'un chef d'État qui est membre
de la commission des 4 chargés de rencontrer le président Mobutu dans une date qui sera divulguée très prochainement pour lui faire un rapport en vue d'amener le Zaïre à la réunion de Nairobi 3 afin de trouver un cadre de paix pour toute la région. Or, le Zaïre a posé une condition. Pour que nous allions là-bas, il faut d'abord que les agresseurs sortent de notre territoire. Et si nous n'entreprenons pas des contacts maintenant pour qu'on puisse obtenir le retrait de ces troupes, comment on pourra aller à Nairobi? Il faut des contacts préalables sur le plan diplomatique. C'est ce que le gouvernement fait de son côté, c'est ce que le président de la République fait de son côté à travers ses collaborateurs, et la coordination se fait entre le président de la République et le Premier ministre. La preuve, c'est que quand je suis rentré, j'ai fait mon rapport au président de la République, il m'a envoyé auprès du Premier ministre, j'ai fait le rapport, le Premier ministre a pris des décisions pour renforcer l'équipe que je conduisais là-bas, et nous sommes allés et nous poursuivons le travail. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction de part et d'autre. Voilà, l'objectif c'est la paix, et ce que vous êtes allé faire en Afrique du Sud, et peut-être ce que fait le ministre des Affaires étrangères aussi à l'extérieur, constitue des premiers pas. Comment peut-on envisager la suite, même s'il ne faut pas dévoiler les secrets, comme vous l'avez dit, mais comment peut-on envisager la suite? Est-ce qu'il y a des échéances que l'on peut connaître en dehors des échéances fixées par, je dirais, la communauté internationale à Nairobi et à Lomé? Bon, d'abord, vous devez savoir qu'il y a 3 échéances qui sont officiellement connues. Il y a l'échéance de la rencontre des 4 chefs d'État du groupe de Nairobi, dont j'ai cité les noms ici, le président Mandela, le président Mugabe, le président Moi et le président Biya, qui devront rencontrer le chef de l'État très prochainement. Et il y a l'étape de Nairobi 3, qui est conditionnée à la réussite de certains préalables que le gouvernement du Zaïre pose. Et puis il y a le sommet extraordinaire de l'OIA qui a été envisagé, et si ma mémoire est bonne, qui devrait se tenir au Togo. Ce sont là les 3 étapes. Mais dans l'entretemps, ces étapes, pour qu'elles réussissent au Maloété, il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent avec la volonté de trouver des solutions pacifiques. Et c'est ce travail-là que fait le président Mobutu avec ses collaborateurs. C'est ce travail-là que fait le gouvernement qui, d'un côté, mène la guerre. C'est évident, il doit mener la guerre, on ne doit pas laisser le pays envahi. Mais nous menons tous ces efforts pour que nous puissions arriver à une conclusion, qu'on arrive au niveau de la rencontre des chefs d'État, les 4 chefs d'État auprès du président Mobutu, avec un dossier concret en main. Parce que si nous ne faisons rien, les 4 chefs d'État viendront voir le président Mobutu avec quoi? Et si nous ne faisons rien, qu'est-ce qu'on ira dire à Nairobi 3? Se regarder dans les yeux pour prononcer des